Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Nous allons commencer tout de suite ce webinaire, ce premier webinaire de patrimoine nucléaire et climat. Louis Gallois, merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci de m'avoir invité. Et merci à vous de nous avoir rejoints par le participant. Eh bien, écoutez, nous allons attaquer. Comment va se dérouler ce webinaire? Il va se dérouler en deux parties. Dans un premier temps, il va y avoir une intervention. Je vais adresser quelques questions à Louis Gallois. Ensuite, ça sera dans un second temps les questions que vous nous avez adressées dans la boîte à questions que nous avons mis à votre disposition. Et dans un troisième temps, le chat, c'est vous qui pourrez interagir en posant vos questions à Louis Gallois ici présent. Alors, Louis Gallois, je vais rapidement rappeler votre parcours. Vous êtes diplômé d'HEC, de l'ENA, promotion Charles de Gaulle. Vous avez fait carrière dans l'administration publique avant de présider plusieurs grands groupes, notamment les plus connus, la SNCF, Airbus ou le conseil de surveillance de PSA. Vous avez le souci de l'intérêt public puisque vous êtes toujours engagé au niveau de l'industrie, notamment dans le think tank La Fabrique de l'industrie, et également celle d'une industrie particulière dont nous allons parler ce soir, qui est l'industrie nucléaire, par patrimoine nucléaire et climat. Donc, si vous me permettez, on va attaquer. Donc déjà, je voudrais vous poser une question sur la désindustrialisation. Quelles sont selon vous les caractéristiques et les conséquences de cette désindustrialisation? Quel est votre constat sur la situation? Cette désindustrialisation, elle se lit dans un petit nombre de chiffres. La production industrielle représente en France un peu plus de 10% du produit intérieur brut. Je rappelle que c'est 20% en Allemagne et 18% en Italie. Donc on voit bien qu'il y a un seul grand pays qui soit en dessous de nous en Europe, c'est la Grande-Bretagne qui est à 9%. Deuxième chiffre très éloquent, c'est que l'emploi industriel a baissé de 30% entre 1990 et aujourd'hui. Ça fait 1 400 000 emplois en moins. Et un troisième chiffre qui, lui, est d'actualité, c'est que le déficit de notre balance commerciale s'est élevé en 2021 à 84 milliards, un peu plus de 84 milliards d'euros. Je rappelle que l'excédent commercial de l'Allemagne est de 173 milliards d'euros au même moment. Et ce déficit commercial, il faut bien l'analyser. Bien sûr, il y a des causes qui tiennent à l'année 2021, notamment la croissance du coût des matières premières et de l'énergie. Il y a aussi le fait que Airbus, qui joue un rôle tout à fait macroéconomique dans la balance commerciale, n'a pas livré autant d'avions qu'il le fait habituellement. Mais le phénomène fondamental, c'est que notre balance commerciale est structurellement déficitaire. Il y a un problème de compétitivité, c'est clair, mais il n'y a pas qu'un problème de compétitivité. Il y a aussi un problème de taille de notre industrie et du caractère lacunaire de notre industrie. Nous importons des produits que nous ne produisons plus en France. Et donc, ça veut dire que ce déficit, pour le surmonter, ça va prendre beaucoup de temps. Alors, cette désindustrialisation, elle a des conséquences extrêmement fortes. La première, évidemment, c'est l'emploi. Un emploi industriel représente à peu près 3 à 4 emplois en dehors de l'industrie. Génère 3 à 4 emplois en dehors de l'industrie. Ça veut dire que le chômage de masse en France, cette incapacité que nous avons eue à le résoudre, à le résorber, tient très largement à la désindustrialisation de notre pays. Ça, c'est une première conséquence. La seconde conséquence sont les fractures territoriales. On les voit, elles sont évidentes. Il suffit de se promener dans certaines régions, les vallées des Vosges, des villes comme Montluçon, le pays minier, les zones de l'ancienne sidérurgie. Toutes ces régions sont des sinistrés de la désindustrialisation. C'est-à-dire que les anciennes industries n'ont pas été remplacées par de nouvelles industries. Et on se trouve dans une situation qui est une situation de fracture, et je pense que le phénomène des Gilets jaunes n'est pas étranger à cela. Cette frustration extraordinaire de régions qui ont l'impression d'être abandonnées. Je vous demandais un petit point de contexte. Selon vous, à quelle date commence cette saignée, justement, au niveau de la désindustrialisation? Alors, la désindustrialisation, il y a différentes dates. Je pense que ça a commencé à la fin des années 70. Il y a eu des moments de répit, il y a eu des moments d'accélération, mais ça s'est accéléré à partir de 2000. Et la période la plus dramatique, c'est 2000-2010. Et je pense que c'est une période où l'industrie française a beaucoup souffert. Il y a une prise de conscience à partir de 2009-2010. C'est les états généraux de Christian Estrosi, c'est le lancement du programme d'investissement d'avenir avec le grand emprunt
par le président Sarkozy, puis ensuite c'est le quinquennat de François Hollande avec le CICE, puis le pacte de compétitivité, etc. Puis ça a été suivi. Donc, je dirais qu'actuellement, la situation est stabilisée. C'est-à-dire que l'industrie française, la crise du Covid lui a fait mal, mais l'industrie française est à peu près stabilisée. C'est-à-dire que la glissade est enrayée. Nous n'en sommes pas encore au rebond. C'est ce rebond qu'il va falloir organiser. Voilà quelques-uns des éléments. Il y a un troisième élément tout à fait décisif. C'est que le déficit de la balance commerciale place la France dans une situation de fragilité et de dépendance. On s'aperçoit en fait que l'industrie, c'est le cœur du réacteur de l'économie et que c'est le cœur aussi de la souveraineté. C'est-à-dire que quand on ne produit plus un certain nombre d'éléments, on devient complètement dépendant de l'extérieur, sans voir que cette capacité, la souveraineté, au fond, c'est la capacité à pouvoir discuter d'égal à égal avec d'autres. Quand vous êtes dans une situation de déficit commercial, vous n'êtes plus dans une situation d'égal à égal, vous êtes dans une situation où vous subissez la dépendance. Et je pense que c'est un élément que nous sommes en train de découvrir. On l'a découvert à travers la crise du Covid. On le découvre également dans la situation actuelle de crise ukrainienne. Bien, selon vous, comment reconstruire alors ? Alors, avant de penser pour reconstruire, je pense d'abord qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites et je pense que ce sont des choses positives. La France admet enfin qu'il faut mener une politique de l'offre. C'est-à-dire que c'est l'offre qui est malade, donc c'est l'offre qu'il faut développer. Je pense que maintenant, la prise de conscience est à peu près généralisée sur tout le champ politique. Et je pense que ça veut dire que les Français sont conscients que c'est une politique de l'offre qu'il faut mener. C'est-à-dire une politique de compétitivité, une politique d'attractivité, et de faire en sorte que les entreprises puissent, en France, être dans de bonnes conditions pour travailler. Je crois que c'est tout à fait essentiel. Mais il faut savoir aussi quelle industrie nous voulons avoir. Je suis assez réticent sur le terme relocalisation. Je ne suis pas contre les relocalisations. Mais je pense qu'il ne faut pas en attendre des miracles. Je crois qu'il faut parler de réindustrialisation. Et donc, il faut avoir une idée de ce que va être l'industrie de demain. Pour moi, il y a 4 caractéristiques de cette industrie de demain. La première, c'est que ce sera une industrie technologique. Un pays comme la France, avec niveau de vie élevé, ne peut pas être compétitif sur des productions de base sans contenu technique. Je crois que tout va avoir un contenu technique. Et notre industrie doit se porter à ce niveau de ce contenu technique. Un élément de ce contenu technique, de cette technologie, c'est d'abord la recherche. Je pense qu'il faut porter l'effort de recherche à 3% du produit intérieur brut. C'est l'objectif qu'on s'était fixé, que l'Europe s'était fixé, que nous n'avons pas atteint. Nous sommes à 2,2. Les Allemands sont à 3 et ils ont décidé de porter leur effort à 3,5. Les Coréens sont à 4,5. Les Américains sont à 3. Il est clair que nous devons aller vers 3% du produit intérieur brut. Je crois aussi qu'il va falloir faire très attention à un point qui paraît peut-être marginal. C'est les études de mathématiques en France. Je pense que la mauvaise performance du système scolaire en matière de mathématiques, à la fois est une menace pour la recherche française dans les domaines technologiques et pour l'industrie, parce qu'il faut des ingénieurs pour l'industrie, il faut des techniciens. Et on n'est pas ingénieur, on n'est pas technicien si on n'a pas un certain bagage mathématique. Je crois que c'est un élément tout à fait clé. Le troisième élément, ce serait le lycée professionnel. Je pense qu'il va falloir s'attaquer sérieusement à ce problème. Mais il y a une industrie dont je crois nous pouvons être fiers. C'est l'industrie nucléaire. Et quel point justement va l'avoir ? En France, il y a deux industries de haute technologie dont nous maîtrisons tous les éléments. L'industrie aéronautique, que je ne connais pas trop mal, et l'industrie nucléaire. Nous maîtrisons toute la chaîne, depuis l'enrichissement de l'uranium jusqu'au retraitement. Nous maîtrisons les réacteurs
de nouvelle génération, EPR. Je connais les difficultés de Flamanville, on reviendra peut-être sur ce sujet, hein. Mais il est clair que nous maîtrisons la technologie des centrales nucléaires. Nous maîtrisons la technologie militaire autant que la technologie civile dans le domaine sous-marins nucléaires, porte-avions nucléaires. Je pense que ce sont des éléments tout à fait décisifs qui montrent que nous avons toutes les technologies disponibles. Et même dans les réacteurs à neutrons rapides, nous avons une très longue expérience depuis Rhapsody jusqu'à Astrid, en passant par Phoenix et Super Phoenix. Nous avons là aussi un acquis d'expérience qui sera très utile dans l'avenir parce que les réacteurs à neutrons rapides, c'est probablement l'avenir de l'industrie nucléaire. Donc, cette industrie, elle est extrêmement précieuse. Elle représente 220 000 salariés. C'est une industrie comme je le disais, de très haute technologie, et c'est une industrie qui diffuse dans le tissu industriel. Je crois que c'est très important. L'aéronautique, la défense, le nucléaire, qui sont des domaines où la France a une grande expertise, sont des domaines qui diffusent dans l'ensemble du tissu industriel. Et je pense que nous devons faire très attention à ce que ces atouts ne soient pas mis en péril. Ça, c'est le premier élément, donc, une industrie technologique. Le second élément, c'est que c'est une industrie qui devrait être numérisée. Tous les éléments de la production industrielle et même des produits même, seront numérisés. Préoccupation, les PME françaises sont moins numérisées qu'elles ne devraient l'être. La France est 15e sur 27 en Europe pour les usages industriels du numérique. Je pense que c'est une situation qui doit nous alerter. Et je suis alerté aussi par le fait que les entreprises françaises sous-utilisent les potentialités de la 5G par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays. Le troisième élément, c'est que cette industrie devrait être éco-responsable. C'est-à-dire que les process de production devront être autant décarbonés qu'il est possible de l'être. Ça veut dire très largement électrifié. Et ça veut dire que les produits de notre industrie devront être éco-responsables et correspondre à cette transition énergétique et écologique. Ça peut être la lutte contre le gaspillage, ça peut être l'isolation des logements, ça peut être bien sûr l'appareil industriel qui est producteur d'énergie. Là aussi, on revient au nucléaire. Mais on voit bien qu'une grande partie de ces produits va être également électrifiée. La mobilité en particulier va devenir électrique très largement. C'est déjà le cas du ferroviaire pour une très large part. Ça sera le cas pour l'automobile et pour le transport routier. Je pense que, et probablement dans l'avenir, travaux sur l'avion d'hydrogène, pour le transport aérien. Le quatrième élément qui découle de cela, c'est que l'industrie de demain sera électrique. C'est-à-dire que nous ne pourrons réindustrialiser le pays que si nous disposons d'une énergie stable, indépendante, bien sûr, disponible à tout moment et compétitive. Et décarbonée. Et bien sûr, vous faites bien de le rappeler, j'avais oublié, ça aurait dû le citer en premier, décarbonée. Ça me paraît tout à fait évident. Et tout ce que vous nous préconisez, ça va demander des besoins conséquents en énergie. Alors, ça veut dire, pour parler chiffres, actuellement, nous avons une consommation d'électricité de l'ordre de 470 TWh chaque année en France. Le scénario le plus ambitieux du RTE, scénario qui est fondé explicitement sur le fait qu'il faut approvisionner la réindustrialisation du pays, propose 750 TWh en 2050. Pour avoir 750 TWh disponibles en 2050, il faut une production de l'ordre de 850 TWh.
Et on voit bien tout de suite le saut que nous allons devoir accomplir pour arriver à cela. Et la question se pose de savoir quelle va être la source de cette énergie. Et il est clair, alors je poursuis dans cette voie, il est clair que si on veut avoir une énergie disponible, pilotable, ce sera très largement l'énergie nucléaire. Il y a l'hydraulique qui jouera son rôle, mais dont les capacités de croissance sont limitées par la géographie et puis par le fait qu'il est de plus en plus difficile de convaincre les populations de la nécessité de construire des barrages et de faire des retenues d'eau. Et je pense que le nucléaire va être incontournable si on veut avoir une énergie décarbonée et une énergie pilotable. Les énergies intermittentes existent et elles auront leur développement. Mais elles ne pourront pas se substituer aux énergies pilotables, ou tout au moins que de manière relativement marginale. Parce qu'il faut savoir une chose, ce qui est important pour l'électricité, c'est la pointe. Il faut être capable de passer les pointes. Et vous ne pouvez pas confier la responsabilité, j'allais dire, de passer des pointes à une énergie intermittente. Parce que si vous avez... Qu'est-ce que vous appelez pointe, justement, pour les gens les pointes, c'est le moment où la demande électrique est le maximum. D'accord. Par exemple, en hiver, dans des conditions anticycloniques. Vous n'avez pratiquement pas de solaire, vous avez très peu de solaire, vous n'avez pas de vent. La pointe, vous ne pouvez pas la passer avec les énergies intermittentes. Vous avez besoin d'avoir une énergie pilotable pour cela. Vous pouvez écrêter, vous pouvez demander aux industriels de tirer un peu moins, mais le phénomène reste, vous devez calibrer votre énergie pilotable presque à la pointe, parce que vous devez être capable de la surmonter tant qu'on n'est pas capable de stocker l'énergie. Le stockage de l'énergie est actuellement, c'est possible, les batteries, l'hydrogène, c'est une manière de stocker, mais ce sont des procédures de stockage qui sont extraordinairement coûteuses. On n'a pas actuellement, d'abord techniquement, en capacité à stocker des masses d'électricité aussi considérables que celles qui seraient nécessaires, et d'autre part, on ne peut pas le faire à des coûts supportables. Donc il n'y a pas d'alternative aux énergies pilotables. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'énergie intermittente. On peut avoir des énergies intermittentes pour des usages locaux, on peut avoir des énergies intermittentes pour faire de l'hydrogène, parce qu'on fait de l'hydrogène quand l'énergie est disponible, mais on ne peut pas compter dessus pour supporter, j'allais dire, la production de masse nécessaire au passage des pointes. À telle enseigne que nos amis allemands, pour passer les pointes, ils ont le gaz. Et je pense qu'ils ne sont pas sortis des énergies fossiles. Et ils ne sortiront pas des énergies fossiles s'ils se concentrent uniquement sur le développement des énergies intermittentes. Justement, à ce propos, pour rebondir justement sur ce que vous voulez dire, qu'est-ce que vous pensez des annonces de Belfort ? Mais elles sont positives. Nous n'étions pas habitués à ce qu'on commande des centrales, que l'on nous a fait des annonces d'un programme nucléaire. Je rappelle que depuis des années, on nous parlait de fermeture de centrales et on ne parlait pas de nouveaux réacteurs. Là, 14 réacteurs. C'est une bonne nouvelle parce que c'est une inflexion décisive. On était sur une pente descendante, là on remonte. Je ne pense pas que ça soit suffisant. Je pense que nous aurons besoin de plus que cela. Si on fait des calculs, 850 TWh en 2050, si vous avez 50 TWh apportés par l'hydraulique, quelques bricoles, enfin, quelques TWh apportés par la biomasse, je suis assez réservé sur la biomasse, parce que si on veut avoir une biomasse massive, c'est le cas de le dire, il va falloir cultiver pour cela, c'est-à-dire que les cultures pour la biomasse vont se trouver en compétition avec les cultures alimentaires, dans un pays où on nous dit actuellement qu'il
il y a des problèmes de surface disponible. Donc, je pense qu'on ne pourra pas aller très, très loin dans la biomasse, mais enfin, c'est une énergie qui, elle, est pilotable, mais pour des volumes relativement limités. Et l'essentiel, ça va être du nucléaire. Ça veut dire 55, 60 EPR ou équivalent EPR. Ceci à l'horizon de 2050-2070. Je ne suis pas en train de faire une nouvelle programmation énergétique. Je pense que ça méritera un travail sérieux. Je pense qu'il va falloir refaire une programmation énergétique, c'est absolument essentiel. Mais je pense qu'il faut savoir que nous sommes engagés dans un programme nucléaire d'une ampleur comparable à celui qui a été lancé par Pierre Messmer en 1974 après le premier choc pétrolier. Et je dois dire que la crise ukrainienne, la crise ukrainienne ne peut que nous renforcer dans ce sens. Moi, deux métaphores. La première, la cigale a chanté tout l'été, maintenant elle se trouve fort dépourvue. Moi, l'Europe est dans une situation invraisemblable. Nous le savions que nous dépendions du gaz russe. Et certains pays, dans des proportions considérables, qu'ils voulaient accroître, puisque je vous rappelle que les Allemands tenaient mordicus au gazoduc Nord Stream 2. Donc, on s'était engagé dans une politique de dépendance. La France, grâce au programme nucléaire, échappe un peu à cela. Mais on voit dans quelle impasse nous sommes actuellement. On va continuer à acheter du gaz, c'est-à-dire à financer la guerre de M. Poutine. Je crois que l'Europe... et je peux assez bien comprendre que des pays qui dépendent à 100% du gaz russe ne puissent pas s'en passer du jour au lendemain. Le problème, c'est comment on s'est mis dans cette situation. C'est ça qui me paraît vraiment tout à fait préoccupant. En tout cas, maintenant, on sait une chose, c'est qu'il faut sortir de cette dépendance au gaz. À la fois, bien sûr, parce que le gaz émet du CO2. Ça, nous le savions aussi, mais aussi parce que on ne peut pas se mettre dans les mains, rester dans les mains de la Russie après la situation que nous connaissons aujourd'hui. Donc, l'Europe est à la veille d'une révolution copernicienne. J'espère qu'on reviendra à des choses assez élémentaires, qui est de rechercher une source décarbonée, pilotable, compétitive. Et une maîtrise de son destin également. Et qui entraîne la maîtrise indépendante, qui entraîne la maîtrise de notre destin. Et ça, c'est le nucléaire qui peut l'ouvrir. Je suis quand même préoccupé de voir que le ministre de l'Énergie et le ministre de l'Environnement en Allemagne ont dit qu'elles ne remettraient pas en cause, elles ne proposeraient pas la remise en cause de la fermeture des centrales qui demeurent en Allemagne, quitte à réouvrir des centrales au charbon, dont on sait que le pouvoir polluant en matière d'émissions de CO2 est nettement supérieur même à celui du gaz. Je pense que le caractère doctrinaire de leur opposition au nucléaire peut conduire un certain nombre d'Allemands, j'espère que M. Scholz ne suivra pas cette recommandation, mais peut conduire les Allemands, ou certains Allemands, à des décisions qui sont des décisions aberrantes par rapport à ce que nous savons sur le réchauffement climatique. Vous proposez un programme assez ambitieux en termes de construction de réacteurs nucléaires, mais est-ce que c'est réaliste et quels sont selon vous les délais justement pour atteindre ces objectifs? Alors, ça ne se fera pas en un jour. Et d'ailleurs, nous avons une période de transition organisée, compliquée, puisque nous avons des centrales, bien sûr, il faut conserver ouvertes aussi longtemps que l'autorité de sûreté nucléaire le permet, les centrales existantes, ça va de soi, mais nous allons quand même avoir une période de transition avant que le potentiel nucléaire ne soit en place. Nous allons avoir une période de transition difficile. Et je pense qu'il faut que nous y réfléchissions dans la manière dont nous pouvons franchir cette période de transition. Alors, les questions qui se posent sur la réalisation de ce programme, c'est d'abord, est-ce que l'industrie française est capable de mener ce programme? Bon.
c'est une vraie question qu'il faut aborder parce que l'opinion publique est ébranlée parce qu'il voit Flamanville. Je pense que l'analyse de Flamanville a été faite. Elle montre non pas un effondrement des compétences, mais peut-être une non-maîtrise des très grands programmes de ce type-là, ou une perte de maîtrise de grands programmes de ce type-là. Il peut y avoir des problèmes sur la soudure, sur le contrôle qualité, mais je pense que ce qui est important, c'est une certaine perte de maîtrise de grands programmes. Je pense qu'il faut récupérer cette maîtrise. Et deuxièmement, je pense qu'on ne peut pas demander à une industrie de se mettre en ordre de marche si on lui promet un réacteur. Un réacteur. Donc, à partir du moment où il y aura un programme de rééquipement nucléaire, je pense que l'industrie va pouvoir se mobiliser. Elle le fait d'ailleurs. Vous savez, il y a un programme Excel qui est un programme de mise à niveau des compétences dans le domaine nucléaire et je pense que l'industrie est prête à le faire. Je suis très optimiste parce que quand en 1974, Pierre Messmer a lancé son programme, je ne suis pas sûr que l'industrie française était très avancée dans la maîtrise de réacteurs de réacteurs de type PPWR, puisque c'était des réacteurs assez nouveaux pour nous. Et je rappelle qu'en 1981, je trouve que j'étais le directeur de cabinet du ministère de la Recherche et de la Technologie à ce moment-là, en 1981, on a lancé 6 tranches nucléaires. Là, on parle d'en lancer 1 ou 2 par an. Donc je pense que je sais bien que l'EPR est beaucoup plus compliqué que les centrales précédentes pour des raisons de sécurité et en plus plus gros, des réacteurs plus gros, mais je suis optimiste sur la capacité de notre industrie dès lors qu'elle sait où on va et où elle peut s'organiser pour réaliser ce programme. Ce programme va s'étaler sur un certain nombre de décennies. Il ne faut pas se faire d'illusions, parce qu'au début, on va commencer par faire 1 par an, en lancer 1 par an, puis il faudra arriver à lancer 2 par an. Ça va prendre du temps. Dernier petit point sur Flamanville, rappelez avant tout son caractère que c'était un prototype. Alors, c'était un prototype. C'était un prototype. Il y avait et d'ailleurs, ce prototype a été en quelque sorte à grands frais, il faut reconnaître, parce que les dépassements de coûts sont considérables. Une école aussi de formation. Et je pense que nous avons à regarder d'abord comment les Chinois ont réussi à Taishan. Je crois que c'est extrêmement important. Deuxièmement, nous commençons à tirer les leçons de Flamanville. Je pense que c'est le cas pour EDF à Hinkley Point, en Grande-Bretagne, où le programme avance. Donc l'EPR 2, c'est-à-dire un EPR qui est revu, simplifié, parce que je rappelle que le premier EPR, en plus, c'est un EPR qui était fait par une coopération franco-allemande, avec l'intervention de Siemens, qui s'est retiré lorsque l'Allemagne a voulu se retirer du nucléaire. Et je pense que le fait que l'on a ajouté les particularités de Siemens, du programme, et celles de Framatome, a rendu ce réacteur compliqué, avec des contraintes de sécurité, de sûreté qui s'additionnaient lorsqu'elles n'étaient pas totalement cohérentes. Donc, je crois que le PR2 pourrait être beaucoup plus facilement industrialisable que ne l'est le PR de Flamanville. Alors, cette réindustrialisation, elle se fera forcément par l'énergie nucléaire, on l'a bien compris, mais quelle gouvernance justement mettre en place pour cette vision à long terme? Je pense qu'il faut associer les deux sujets, celui de la réindustrialisation et celui du nucléaire. Moi, je suis assez marqué par le modèle coréen. Je parle de la Corée du Sud, bien sûr. Évidemment. Il se trouve que ma vie professionnelle m'a amené à m'intéresser beaucoup à ce pays. J'ai été président du club franco-coréen pendant plusieurs années et j'en tire une assez grande admiration sur la manière dont ce pays est capable de se mobiliser sur ses objectifs industriels.
à travers un processus de planification. C'est une économie totalement ouverte, l'accord vit de commerce extérieur. C'est pas une économie fermée. Mais ils ont mis en place une planification de l'effort public, je dis bien, qui est un indicateur formidable pour l'industrie. Et l'industrie, elle sait où va l'effort public. Elle sait sur quoi il faut focaliser l'effort public. Ils ont lancé un plan qu'ils ont appelé Cyber pour l'électronique. La conséquence, c'est LG, Samsung, le fait que c'est le pays du monde où l'utilisation d'Internet est la plus développée. Donc, on se trouve en face d'un pays qui a su mener ce type de programme. Je pense qu'il faudrait mener une planification de ce type en France pour l'industrie et pour l'énergie. Ce qui explique en fait le modèle coréen que vous évoquez, ce qui explique aussi son étonnante résistance à la crise du Covid notamment. Mais c'est un pays, d'abord c'est un pays qui est très homogène, mais qui a donc une capacité d'action collective assez remarquable. On ne peut pas non plus penser qu'on va décalquer le modèle coréen sur la France, mais je pense que c'est des choses qui doivent nous inspirer. Et moi, je pense que une planification de la réindustrialisation et du développement de l'énergie électrique est possible. Qu'est-ce que c'est que cette planification ? C'est d'abord la définition d'un certain nombre d'objectifs stratégiques, avec des objectifs stratégiques relativement chiffrés, mais objectifs stratégiques, et ensuite l'organisation de l'effort de l'État à travers des lois de programmation. Il faut une loi de programmation sur la recherche. La précédente a permis de faire des choses, mais elle n'est pas à niveau. Il faut une loi de programmation sur les compétences scientifiques et techniques. Il faut une loi de programmation, évidemment, sur l'énergie. Il faut complètement faire table rase de ce qui a été fait jusqu'à maintenant dans le domaine énergétique. Notamment la compétence de l'énergie, aujourd'hui au ministère de l'Environnement. Alors, ça, vous évoquez un sujet qui m'est cher. On ne peut pas laisser l'énergie sous le seul angle, on ne peut pas voir l'énergie sous le seul angle de l'environnement. Évidemment, il y a une dimension environnement qui est importante. On a parlé de décarbonation, on a parlé de nouveaux modèles productifs avec des industries éco-responsables et bien sûr, l'énergie a sa part. Mais l'énergie, elle a beaucoup d'autres dimensions. Des dimensions de souveraineté, des dimensions de compétitivité qui sont absolument évidentes. Et donc, je propose que l'on crée un ministère de l'industrie, de l'énergie et de la recherche technologique. Les trois éléments sont, pour moi, très liés. Et je crois que c'est extrêmement important que ce ministère incarne une priorité majeure pour le pays, au terme d'un débat inévitablement qui doit être un débat politique, parce qu'on est en train d'engager l'avenir du pays. Donc ça ne peut être qu'un débat politique. Je propose d'ailleurs que les deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat, se dotent d'une commission permanente de l'industrie et de l'énergie pour suivre cela. Je propose aussi que, auprès du président de la République, comme il y a un conseil de défense santé, il pourrait y avoir un conseil de défense industrie et énergie. Et sur l'énergie, se pose une question. Est-ce qu'il ne faut pas, sous l'autorité du ministre de l'Industrie, créer une sorte d'agence de l'énergie qui coordonnerait les efforts de chacun, EDF, RTE, le CEA? Ces trois entités jouent un rôle tout à fait essentiel et il me paraît important que l'on regarde dans quelles conditions elles peuvent travailler ensemble, ces trois entités. Et il y en a peut-être d'autres à ajouter. Il y a certainement, il y a l'ANDRA, il y a tout le domaine de l'énergie, et en particulier l'énergie nucléaire, doit, à mon avis, peut-être relever d'une agence comme les Américains savent le faire avec la DARPA pour l'industrie de défense, la BARDA pour les industries de santé. Je pense qu'il faut que nous inspirions là aussi de cet exemple. Le modèle de la DRAC. On n'est pas obligé de le décalquer. Il faut inventer quelque chose qui corresponde à notre
à notre réalité. Mais pour parler clair, il ne faut pas qu'EDF et CEA continuent à se regarder en chien de faïence, mais travaillent véritablement ensemble. Ça me paraît absolument essentiel, surtout si on va vers les réacteurs à neutrons rapides. Parliez de bataille politique à l'instant. On va partir aujourd'hui. La bataille, il faut avouer qu'elle est surtout européenne, notamment avec la taxonomie européenne. Donc, il n'y a pas que la taxonomie, cher ami. L'Europe a un lourd passif dans ce domaine. Il y a d'abord la mise en place de concurrence artificielle destinée à affaiblir les grands opérateurs nationaux. Et EDF en a été une des victimes. Nous avons une foultitude en France d'opérateurs qui sont de purs intermédiaires, qui achètent l'électricité, notamment l'électricité à bas prix résultant de l'Arenh, ce système un peu biscornu que nous avons inventé, et qui se place en situation de concurrence artificielle vis-à-vis d'EDF. Vous avez un marché de l'électricité qui fait comme si l'Europe avait un seul système électrique, un seul mix énergétique, alors qu'on a des mix énergétiques complètement différents entre la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Et on applique là-dessus des règles de marché qui font que ce marché, en fait, est l'otage du gaz. C'est parfaitement explicable, c'est la dernière unité que l'on met en service lorsqu'il faut faire face à la pointe. On voit bien qu'il faut une énergie pilotable d'ailleurs pour les pointes. C'est la dernière unité, donc c'est ce prix-là qui est appliqué sur le marché de gros de l'électricité. Ça, c'est un deuxième sujet. Le troisième sujet, vous l'avez évoqué, c'est la taxonomie. Et donc, soutien ou obstacle? On a eu j'ai l'impression, on a eu une valse de plus grand intérêt au niveau européen, où on s'est aperçu qu'on mettait sur le même plan le gaz et le nucléaire. Je pense que tout ceci est maintenant nul et non avenu. Est-ce que le gaz, tel que nous le voyons actuellement en Europe, peut être considéré comme l'énergie d'avenir? Même une énergie de transition. Peut-être qu'elle le sera, j'allais dire, parce qu'on n'aura pas d'autres possibilités. Mais il est évident qu'on ne peut pas mettre sur le même plan une énergie que l'Europe ne produit pas, dont elle est dépendante. On le voit avec la crise ukrainienne. Quand je dis qu'on ne produit pas, la Norvège produit du gaz. C'est le seul pays qui ne pas dans l'Europe, mais qui produit du gaz. Et on s'en réjouit. Hein. La Grande-Bretagne en produit également un peu. Enfin, mais ce n'est pas à la hauteur des besoins européens, alors que nous avons une source d'énergie décarbonée qui peut être disponible sur le sol européen et maîtrisée sur le sol européen. Et je pense que c'est tout à fait essentiel. Alors, on évoque la question de l'uranium. Mais on sait bien, d'abord, que l'uranium, il y en a beaucoup dans le monde. Deuxièmement, que l'uranium ne représente qu'une petite partie c'est nécessaire, bien sûr, il faut de l'uranium pour faire de l'énergie nucléaire. Mais ce n'est dans la valeur ajoutée de l'électricité produite, le coût de l'uranium est très limité. Et troisièmement, avec les réacteurs à neutrons rapides, nous aurons accès à des ressources d'uranium qui sont d'ores et déjà sur le sol national pour la France, à travers les réserves d'uranium appauvries dont nous disposons. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Donc, cette taxonomie, il faut la revoir. Je pense qu'il faut revoir le marché, il faut revoir les conditions de la concurrence, il faut revoir les conditions de marché, et il faut revoir la taxonomie. Sinon, ça ne pourra pas accompagner cette montée en gamme technologique que vous évoquiez tout à l'heure. Sinon, je pense que nous allons nous trouver dans une situation où on accumulera les contraintes pour le développement du nucléaire, et comme nous n'aurons pas d'autre alternative que le gaz, nous allons mettre l'Europe pieds et poings liés vis-à-vis des producteurs de gaz. Parfait, merci Louis Guélois. On va maintenant passer aux questions que vous nous avez posées.
à travers la boîte à questions que nous avons mis à votre disposition. Donc, Louis Gallois, première question. La filière peut-elle construire 30 EPR en 30 ans? Je pense que si on lance un EPR aujourd'hui, il sera mis en service probablement, on dit 35, plutôt 37, 2037. Donc c'est très long. C'est très long et d'ailleurs il va falloir se poser la question de savoir pourquoi c'est si long. Parce qu'il y a 5 ans de procédure avant de couler le premier béton. 5 ans de procédure. Est-ce qu'on ne peut pas aller plus vite? Sachant qu'on construira les nouvelles centrales sur les sites des anciennes. Donc, il n'y a pas de nouveaux sites nucléaires créés. Bon, 2037. Donc, ça veut dire que pour avoir 30 centrales, vous en prenez une par an à partir de 2037. Vous voyez où ça vous conduit, 2067, pour en avoir. C'est pour ça qu'il va falloir passer à 2 par an. Il va falloir passer à 2 par an dès que l'appareil industriel sera capable de le faire. Et pour essayer d'avoir un nombre de réacteurs suffisant, parce qu'à partir de 2060-2070, les réacteurs actuels, eux, même s'ils ont été prolongés, seront très largement en fin de vie. Alors, deuxième question, dans la boîte à questions, alors petite question sur justement le procédé d'électrification de certaines activités et de relocalisation de certaines activités, comme notamment la chimie, la métallurgie. Une petite question avec relocalisation, on va dire. D'abord, il faudrait que nous préservions les hauts fourneaux existants en France, oui. Les capacités françaises. D'autre part, il n'y a pas que la sidérurgie ou la chimie qui utilisent des énergies fossiles. D'abord, la chimie en utilise, et peut-être qu'il faut voir ce que l'on peut faire pour limiter l'utilisation de ces énergies fossiles dans la chimie, les remplacer par des productions, par l'électricité. Mais il y a beaucoup de choses, les tours de séchage du lait, par exemple, pour faire du lait en poudre. Bon, comment ces tours de séchage vont-elles être chauffés? Est-ce que c'est par les énergies fossiles, par le gaz, comme on le fait actuellement, ou est-ce qu'on peut trouver des systèmes électriques? Le développement du numérique va être extrêmement consommateur d'énergie électrique. Donc je crois qu'il n'y a pas de... Et d'autre part, l'industrie va produire l'électrification. Je pense qu'on va être obligé, pour le logement, pour le chauffage, de basculer à l'électrique, avec peut-être des pompes à chaleur, mais basculer à l'électrique. Et je pense qu'il faut s'équiper pour que nous soyons capables de faire cela. Quand on va implanter en France des usines de batteries pour produire, pour électrifier les automobiles et le transport routier. Donc je pense qu'il n'y a pas de doute sur le fait que la réindustrialisation, soit par les process, soit par les produits, va être extraordinairement consommatrice d'électricité, puisqu'il faudra qu'elle sorte des énergies fossiles. Alors une question, est-ce que c'est possible de redémarrer Fessenheim? Je ne suis pas un technicien, j'ai un doute politique là-dessus. Fessenheim a été fermé. Je pense que techniquement, c'est peut-être possible. Je ne peux pas l'assurer. Politiquement, ça me paraît très difficile. Nous avions une dernière question, c'est pouvez-vous nous donner les chiffres des tonnes de CO2 dues à la consommation française et des tonnes de CO2 dégagées en France? Alors, si vous comptez la production de CO2 par habitant en France, nous sommes à peu près à 5 tonnes par habitant, par an. L'Allemagne est à un peu moins de 10 tonnes. Ça s'explique de 2 manières. La première, c'est que l'industrie française étant beaucoup moins importante en termes relatifs que l'industrie allemande, puisque c'est à peu près la moitié, 10% d'un côté, 20% de l'autre, il y a une partie de la production de l'énergie produite qui en Allemagne est utilisée pour ce supplément d'industrie par rapport à la France. Je m'exprime mal, mais enfin, il est parfaitement compréhensible que dès lors que l'industrie est petite, on émet moins de CO2. Mais la cause la plus importante, c'est le poids du nucléaire en France.
qui est une énergie décarbonée, alors que l'énergie allemande est extraordinairement carbonée. Charbon et gaz. Charbon et gaz. Et je pense que c'est ça qui explique l'essentiel de la différence. Alors pour la France, il faut être conscient aussi que nous avons à la fois une production directe de CO2 par habitant, mais nous avons aussi une empreinte carbone. C'est-à-dire que nous achetons beaucoup de produits qui ont un contenu en carbone, en CO2 important. Et lorsque l'on fait ça, on augmente assez fortement la consommation, j'allais dire, de CO2, l'équivalent en CO2 de la consommation des Français. On arrive pas loin de 10 tonnes par habitant. Les Allemands, eux, vont plutôt vers 15 tonnes. Donc il faut compter les deux. Il faut compter l'émission directe de CO2 en France sur le sol français et l'empreinte carbone, c'est ce que nous importons et qui est chargé en carbone. Merci beaucoup, Louis Gallois. Nous allons maintenant passer aux questions du chat. Donc, Jean-Philippe, justement, est-ce qu'il y a des questions ? Alors oui, il y a des questions. La première question, quelle est selon vous l'importance de la surnormalisation, vieille habitude française, dans le retard de Flamanville ? Je ne peux pas le juger, mais je ne veux pas critiquer. Il se trouve que dans ma vie antérieure, j'ai été en charge de l'ancêtre de l'autorité de sûreté nucléaire. Et je sais la difficulté, ce qu'on appelle le service central de sécurité des installations nucléaires. Je sais la difficulté de ce métier et je sais l'importance de l'autorité de sûreté nucléaire. Cette autorité doit être absolument hors de tout soupçon de complaisance ou autre. Parce que c'est elle qui assure les Français de la sûreté du nucléaire. Donc c'est notre assurance, l'autorité de sûreté nucléaire. Il est absolument essentiel que cette autorité puisse travailler comme elle l'entend et de la manière la plus professionnelle possible. Je pense qu'il y aurait un très grand danger à critiquer l'ASN, sauf si elle le méritait par son incompétence, ce qui n'est pas le cas actuellement, je peux vous dire. Mais il y aurait un grand danger à faire de la polémique autour de l'ASN, parce que l'ASN embêterait les gens, parce que l'ASN serait sur le dos de l'opérateur, etc. L'ASN, c'est l'assurance que les Français sont en sécurité. C'est absolument essentiel. On va prendre une autre question. Alors, une seconde question. D'abord, une remarque. La méthode coréenne, nous l'avions dans les années 60 avec le commissariat au plan, donc plus une remarque. Et puis, dans la foulée, est-ce qu'on pourrait avoir une planification incluant l'Afrique pour le climat et le développement ? Alors, je ne propose pas de reconstituer le commissariat au plan comme il était dans les années 60, 70, que j'ai bien connu, et qui avait ses vertus, mais nous étions en économie fermée, oui, ou moins ouverte. Le commerce extérieur représentait 10 points de moins que maintenant. Donc, nous étions en économie plutôt fermée. Et c'était beaucoup plus facile, j'allais dire, entre guillemets, de planifier, de planifier l'effort et d'entraîner l'industrie derrière. Donc, il faut inventer quelque chose de nouveau qui n'empêche pas les entreprises de travailler, mais qui permettent aux entreprises de savoir où veut aller l'État et où ira l'effort de l'État. Je crois que c'est tout à fait essentiel que les acteurs économiques et les acteurs sociaux sachent quelle est la stratégie, où on veut aller, et que l'effort mené par l'État le soit avec cohérence et persévérance. C'est ça que la planification doit organiser. Mais encore une fois, je ne propose pas de revenir au commissariat au plan tel que je l'ai connu, même s'il avait, encore une fois, beaucoup de vertus et que des hommes de première qualité ont animé. Quant à la planification avec l'Afrique, je vous rappelle que d'abord, l'Afrique francophone, ce n'est qu'une partie de l'Afrique, que c'est une opération d'une autre ampleur, extrêmement difficile. Je pense qu'il faut aider l'Afrique, d'une part, à faire face au changement climatique, et d'autre part, à s'organiser pour s'engager dans la transition énergétique, elle aussi.
Là, il faut les aider. Il faut l'aider. Mais je ne pense pas qu'une planification globale Europe-Afrique soit possible. Ça me paraît un peu trop vaste pour nos bras, peut-être un peu courts. On a encore un peu de temps donc, pour quelques questions. Autre question, alors. Les investissements vont être massifs et la question du financement est posée. Le coût du capital est élevé, la rentabilité est différée et EDF est plombé. Comment va-t-on garantir le financement public et faut-il et comment attirer les investisseurs privés? C'est une question absolument centrale. Je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse très sérieusement. Je ne suis pas sûr que les financements publics, y compris ceux qu'apporte EDF ou l'État, soient suffisants pour assumer la charge de ce programme comme ils l'ont été pour le programme dit Mesmer. Et que donc il faudra probablement faire appel à des financeurs privés. Si on fait appel à des financeurs privés, il faut être capable de créer les conditions pour que ces financeurs aient envie de venir. Et là intervient à nouveau la Commission de Bruxelles. Parce que je prends l'exemple de Hinkley Point, qui sont les réacteurs que EDF a en charge de construire en Grande-Bretagne. Ils bénéficient de contrats pour différence. Qu'est-ce qu'on appelle les contrats pour différence? Ce sont des contrats qui garantissent le prix de vente de l'électricité pour l'investisseur. Il sait que le prix de l'électricité, si le marché de l'électricité est en dessous du prix qui a été fixé comme le prix d'équilibre pour le programme, l'État compense. En revanche, si ce prix de l'électricité du marché est supérieur à celui qui avait été fixé comme prix d'équilibre, à ce moment-là, l'État se récupère. Donc, c'est une sorte de prix garanti vers le bas et plafonné vers le bas et vers le haut. Ce mécanisme, on peut en inventer 10 autour. Ce que je décris est un principe. Les modalités sont beaucoup plus compliquées et techniques. Mais ce contrat pour différence a été accepté par l'Union européenne. La Grande-Bretagne était à cette époque-là dans l'Union européenne, a été accepté par l'Union européenne. La question est de savoir si l'Union européenne, la même Union européenne, va l'accepter si nous l'utilisions en France. Ce n'est pas absolument évident parce que dans les directives que Mme Verstappen a proposées, elle l'admet pour le gaz. Elle n'a pas dit qu'elle ne l'admettait pas pour le nucléaire, mais elle n'a pas dit qu'elle l'admettait pour le nucléaire. Je pense que c'est une question qu'il faut clarifier très rapidement. Il faut que ces contrats pour différence soient accessibles au nucléaire et pas uniquement au gaz. D'autant plus que nous savons comment évolue la situation du gaz en Europe. Donc, c'est une question tout à fait centrale. Sinon, l'argent existe. Et il faut essayer d'avoir cet argent à des conditions aussi avantageuses que possible parce que on voit l'impact considérable sur le prix de l'électricité vendue, le prix qui assure non, pas le prix de l'électricité vendue, le prix de revient de l'électricité. On voit l'impact énorme sur le prix de revient de l'électricité nucléaire des taux d'intérêt payés pendant la construction des centrales, puisque ces centrales sont produites sur un temps tout à fait long. Et je pense que c'est extrêmement important que nous ayons accès à la fois à ces contrats pour différence et à la taxonomie, qui permet d'avoir des taux d'intérêt plus faibles. D'où l'importance de la bataille sur la taxonomie, qu'il va falloir reprendre, à mon avis. Parce qu'on ne va pas pouvoir rester dans une situation où, encore une fois, le gaz est traité au moins comme le nucléaire, et peut-être même mieux que le nucléaire. Donc, pourquoi pas l'idée d'un partenariat public-privé, justement, sur la base en fait, d'un service d'intérêt public général que pourrait être l'énergie nucléaire? On peut imaginer tous les montages, mais il est possible que l'on ait effectivement besoin de faire appel à des investisseurs privés. On peut imaginer une structure de financement indépendante d'EDF
qui apporterait, parce qu'il ne faut pas qu'EDF soit l'actionnaire majoritaire de cette structure, il peut être l'actionnaire minoritaire, mais il ne faut pas être l'actionnaire majoritaire de cette structure, et cette structure réunissant les financements, assurant la rémunération, une rémunération correcte des investisseurs selon des mécanismes proches des contrats pour différence, et bénéficiant, grâce à la taxonomie, de conditions d'intérêt aussi favorables que les investissements dans les énergies renouvelables ou intermittentes. On va prendre encore une ou deux questions. Toujours sur le financement, que pensez-vous d'un modèle Excellium ou finlandais associant les électro-intensifs au financement des nouveaux réacteurs? Je ne suis pas sûr que les électro-intensifs aient beaucoup de moyens pour cela. C'est pas exclu. Je pense qu'une entreprise comme l'Air Liquide peut être intéressée par un petit réacteur, ce qu'on appelle les SMR, pour produire de l'hydrogène. Et à ce moment-là, il peut participer au financement de ce petit réacteur. Ça peut être le cas pour une installation sidérurgique. Les petits réacteurs peuvent trouver d'ailleurs une justification dans ce domaine. Mais je ne pense pas qu'il faille globalement associer les électro-intensifs au financement de la totalité du programme. Une petite question sur le CEA. La recherche nucléaire est à l'arrêt. Le CEA est abandonné par le gouvernement qui a validé l'arrêt des recherches sur la 4e génération, donc l'arrêt d'un nucléaire durable. Comment relancer cette recherche en France? Le CEA, je l'espère, n'est pas à l'arrêt. Ça me ferait pas beaucoup de peine. Je connais bien ce magnifique organisme et j'espère qu'il n'est pas à l'arrêt et qu'il continue à travailler. J'ai regretté la suspension d'Astrid. Alors, il y a quelques raisons techniques qui justifient cette suspension et je crois d'ailleurs que l'administrateur général du CEA ne s'est pas opposé à la suspension d'Astrid, qu'il a peut-être même proposé, je ne sais pas dans quelles conditions ça s'est fait. Mais je crois que ce qui est très important, c'est que nous gardions la capacité à développer des réacteurs à neutrons rapides, parce que c'est quand même, je pense, pour la deuxième partie du siècle, une réponse extrêmement pertinente à la question de l'énergie nucléaire. Et ça assure alors là une totale indépendance, puisque nous avons déjà sur le sol national les ressources en uranium nécessaires pour cela, puisque vous savez qu'il y a 2 isotopes de l'uranium. On utilise l'isotope le plus rare pour les centrales à eau pressurisée que nous connaissons actuellement, à neutrons lents. Je ne suis pas un ingénieur. Hein. Et nous avons des stocks donc considérables de l'autre isotope qui est jusqu'à maintenant inutilisable et qui pourrait être utilisé pour les réacteurs de neutrons rapides, nous assurerait probablement pour quelques milliers d'années la production d'électricité. Donc je pense que les réacteurs de neutrons rapides sont une voie tout à fait essentielle. En plus, ces réacteurs de neutrons rapides ont l'avantage de produire moins de déchets, d'en brûler certains, et je crois que c'est une voie sur laquelle il faut que la France continue à travailler sérieusement. J'espère que le CEA continue à le faire. On va prendre une dernière question et on va conclure. Alors, pensez-vous que l'effort de guerre nécessaire au programme nucléaire que vous avez présenté est compatible avec le maintien des énormes subventions accordées aux ENRI intermittentes? Alors, j'ai oublié, lorsque j'ai dit du mal de la politique énergétique de la Commission, j'ai oublié de mentionner ces subventions que la Commission a non seulement autorisées, mais quasiment organisées pour les énergies intermittentes. C'était peut-être nécessaire pour le début, pour lancer, mais on est sur des sommes gigantesques. Ça se chiffre en Allemagne en centaines de milliards. C'est pas une bricole. Donc je pense que maintenant, il faut. Et évidemment, ça se fait au détriment des énergies pilotables. Parce que l'argent ne se multiplie pas. Donc je pense qu'il faut sérieusement regarder cela et que la diminution rapide
j'allais dire progressive, mais je crois que c'est plutôt rapide, des subventions aux énergies intermittentes doit permettre de financer partiellement le programme dont nous venons de parler, de cet effort de guerre que vous évoquiez pour le programme nucléaire. Ce n'est pas un effort de guerre, c'est un effort de paix. Eh bien, Louis Gallois, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous toutes et à vous tous pour vos questions et surtout votre attention, et on vous souhaite à tous une bonne soirée. Bonne soirée.